Il fut autrefois l'astre le plus éclatant du ciel français, un génie de la danse qui semblait défier les lois de la physique et enflammer les plus prestigieuses scènes mondiales avant même d'avoir l'âge de voter. À 21 ans, il était déjà une icône. À 31 ans, il dirigeait le ballet de l'Opéra de Paris. Pourtant, derrière les tonnerres d'applaudissements, Patrick Dupont s'effritait, licencié dans l'opprobre, broyé dans un accident de voiture avec 134 fractures, rongé par les dépendances, effacé des mémoires. Puis, contre toute attente, il a dansé à nouveau. Et au moment précis où le public le redécouvrait, enamouré, dans Danse avec les stars, il s'est éteint. Personne ne savait qu'il agonisait. Quel secret se terrait derrière ce sourire si familier? Comment l'homme qui avait dansé au travers de la douleur a-t-il trouvé la force d'affronter la mort en silence? Voici le récit d'un éclat fulgurant, d'une trahison et d'un ultime salut que nul n'avait anticipé. Né pour danser, forgé dans l'adversité. Les racines d'un prodige, enfance, absence et premier coup de foudre. Patrick Dupont voit le jour le 14 mars 1959 dans le 11e arrondissement de Paris, un quartier où la rudesse ouvrière côtoie l'ombre des splendeurs haussmanniennes. Ses premières années sont marquées par un vide abyssal. Son père disparaît du foyer alors qu'il n'est encore qu'un bambin. Sa mère, serveuse dans une brasserie des grands boulevards, assume seule le loyer, les repas, les humeurs d'un garçon nerveux, débordant d'énergie sans soupape. Pas de luxe, pas de privilèges, seulement la survie. Comme il le confiera plus tard, elle tenta tout pour canaliser cette agitation. Football, judo, sport de combat, activités sans fin pour l'épuiser. Rien n'y faisait. Il était impatient, électrique, indomptable. J'étais incontrôlable, avouera-t-il. J'étais tout feu, tout flamme, sans direction. Un après-midi décisif, tout bascule. En passant devant un studio de danse, il aperçoit un cours en pleine effervescence, des filles en juste au corps et chignon, glissant, tournoyant, défiant la pesanteur. Quelque chose en lui se fissure. Ce fut comme un coup de foudre, dira-t-il. Je ne comprenais pas ce que je voyais, mais je savais que c'était pour moi. Sa mère hésite. Dans le Paris des années 60, la danse n'est pas pour les petits garçons. C'est moqué, mal vu, potentiellement isolant. Pourtant, elle voit la lumière dans ses yeux et l'inscrit à son premier cours. Moins d'une semaine plus tard, l'instructrice comprend qu'il ne s'agit pas d'un enfant curieux, mais d'un enfant habité. Peu après, une rencontre redéfinit son destin. Par des connaissances, sa mère est mise en relation avec Max Bosoni, ancien premier danseur de l'Opéra de Paris, réputé pour ses exigences quasi mystiques. Bosoni observe Patrick une seule fois. Cela suffit. Il avait le feu, la vitesse, la présence, mais surtout la faim, déclara-t-il. Avec le chorégraphe Claude Bessy, Bosoni devient l'un des 2 tuteurs de la métamorphose de Patrick. Ils ne lui apprennent pas seulement à danser, ils forcent son identité. Patrick, en retour, donne tout. Chaque soir, après les cours à l'école de danse de l'opéra, il se rend dans le studio privé de Bosoni pour continuer. Pas de fête, pas de distraction. Son corps devient son instrument, la discipline, sa seule langue. En 1969, à seulement 10 ans, il est admis au programme préparatoire de l'école de danse de l'opéra. Commence une formation intense, totale, qui durera des années. Malgré les douleurs, les humiliations, il ne fléchit jamais. Rien ne pouvait se mettre entre la danse et moi, confiera-t-il. Mais son don a un prix. À l'école, il est moqué, ostracisé pour être un garçon danseur, une étiquette qui, même à Paris, lui colle à la peau. On me crachait dessus, on m'insultait, dira-t-il. J'étais seul, mais quand je dansais, je n'avais plus peur. À 16 ans, il intègre le corps de ballet de l'Opéra national de Paris. La plupart des jeunes danseurs se fondent dans la masse, tête basse, pieds précis, invisibles jusqu'à ce qu'on les remarque. Pas Patrick. Il attire délibérément le regard. Dans le corps de ballet, je ne plaçais jamais ma tête comme les autres, dira-t-il avec malice. S'il tournait à gauche, moi j'inclinais à droite. Il fallait qu'on me voie. Ce n'était pas de l'ego, c'était une question de survie. L'invisibilité, c'était la mort. La scène n'était pas un lieu pour se fondre, c'était le seul endroit où il pouvait exister pleinement. Cette enfance marquée par l'absence paternelle, la lutte maternelle, l'hyperactivité canalisée dans la danse, forge un caractère indomptable. Patrick n'est pas seulement un prodige technique, il est un survivant qui transforme chaque obstacle en carburant. Sa mère, pilier silencieux, incarne le sacrifice. Elle travaille doublement pour payer les cours, les pointes, les trajets. Elle devient la première spectatrice de ses rêves. Bosoni, quant à lui, impose une discipline de fer. Pas de demi-mesure, pas de repos.
Tu ne danses pas pour plaire, tu danses pour exister, lui répète-t-il. Claude Bessy, avec sa vision moderne, lui enseigne la musicalité, la narration corporelle. Ensemble, ils sculptent un diamant brut. Patrick grandit dans un Paris en pleine mutation, mais 1968 gronde, les codes sociaux se fissurent, mais l'opéra reste une forteresse. Être un garçon danseur, c'est défier les stéréotypes de virilité. Il essuie les colibets dans la cour de récréation, les regards de travers dans le métro. Pourtant, il transforme la moquerie en armure. Chaque insulte devient un pas de plus vers la perfection. Il développe une résilience qui le portera jusqu'au sommet et qui, plus tard, le sauvera des abysses. L'ascension fulgurante, médaille d'or, étoile à 21 ans, collaboration légendaire. 1976, le monde découvre Patrick Dupont lorsqu'il remporte la médaille d'or au concours international de ballet de Varna, en Bulgarie. Sa prestation stupéfie les jurés les plus blasés. Une pirouette de distorsion, exploit presque mythique, soulève la salle. Il ne se contente pas de gagner, il devient un phénomène international. À peine 4 ans plus tard, à 21 ans, il est nommé danseur étoile à l'issue d'une représentation de Václav de John Lemeyer. Il danse avec Sylvie Guillem, Monique Loudière, Marie-Claude Pietragala, Noëlla Pontois. Il incarne une nouvelle génération. La France n'avait pas vu une étoile pareille depuis Nourif. Il collabore avec les plus grands, Béjart, Hellé, Grigorovitch, Roland Petit. Patrick avait quelque chose qu'on n'enseigne pas, dira Roland Petit. Quand il entrait en scène, on oubliait tous les autres. En 1980, il est nommé directeur artistique du Ballet français de Nancy. 2 ans plus tard, à 31 ans, Pierre Berger le désigne directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Cela aurait dû être l'apogée. Pour Patrick, la pression n'a jamais rimé avec sérénité. Être étoile, c'est une charge, confiera-t-il. Cela te coûte ton corps, ton temps, ta vie privée. Son style est unique, une explosivité rare, une musicalité instinctive, une présence magnétique. Il ne danse pas les rôles, il les habite. Dans Le jeune homme et la mort de Roland Petit, il incarne la mort avec une sensualité tragique. Dans Coppelia, il est France avec une malice juvénile. Béjart le choisit pour le sacre du printemps. Il est l'élu sacrificiel, corps tendu comme un arc. Elle lui offre révélation. Il y injecte une spiritualité brute. Chaque chorégraphe voit en lui un interprète caméléon. À Varna, il exécute 32 fouettés en tournant, record jamais égalé chez un homme. Les jurés, médusés, parlent d'un miracle technique. Les critiques le comparent à Nijinsky. Les magazines le couronnent prince de la danse. Il devient l'égérie de la France culturelle. Invitation à l'Élysée, couverture de Paris Match, contrat publicitaire. Pourtant, il reste fidèle à ses racines. Il retourne souvent dans le 11e arrondissement, offre des cours gratuits aux enfants du quartier. Il n'oublie pas d'où il vient. À l'opéra, il impose sa vision, distribution audacieuse, promotion de jeunes talents, ouverture aux chorégraphes contemporains. Il défend Sylvie Guillem, alors inconnue, et la propulse étoile. Il invite Pina Bausch, William Forsythe. Il veut dépoussiérer l'institution sans renier son héritage. Certains le voient comme un visionnaire, d'autres comme une menace. Il s'oppose à l'administration, refuse la bureaucratie. Le ballet doit vivre, respirer, évoluer, clame-t-il. Sa vie privée, elle, reste discrète. Il vit pour la scène. Les relations amoureuses passent éphémères. Il n'a pas le temps. Son corps est son seul compagnon fidèle jusqu'à ce qu'il commence à le trahir. Les premières blessures apparaissent, chevilles fragiles, genoux usés, dos douloureux. Il danse malgré la douleur, sourire aux lèvres. Le public ne voit que la grâce, lissant les fissures. Le fardeau de l'étoile, pression. Solitude, premier craquellement. Être étoile n'est pas une gloire, c'est un fardeau. Patrick le comprend vite. Le titre lui coûte son corps, son temps, sa vie privée et parfois son âme. Derrière les feux de la rampe, il se fissure. Le garçon qui luttait pour être vu lutte désormais sous le poids d'être constamment observé, scruté, critiqué. À l'intérieur, il est épuisé, anxieux, en décalage avec la machine institutionnelle. Contrairement à ses prédécesseurs, il refuse de se plier au code silencieux de la hiérarchie. Il ne flatte pas, ne diplomate pas, ne court pas l'échine. Il a le charisme de Nourif, mais aucun filtre politique. Il prend des risques, distribution audacieuse, chorégraphe contemporain, influences diverses. Il ouvre des portes scellées depuis des décennies. Certains applaudissent, d'autres grincent des dents. Il s'oppose à l'administration avec passion,
parfois imprudence. Il rejette la lourdeur bureaucratique. Il veut du mouvement, de l'émotion, du changement. Mais l'opéra n'est pas fait pour la révolution. C'est une forteresse de tradition. Les forteresses n'aiment pas le séisme. Je n'étais pas préparé à la solitude, avouera-t-il. Soudain, je n'étais plus juste un danseur. J'étais celui qui prenait des décisions capables de briser ou de faire des carrières. La pression est constante, les attentes étouffantes. Il continue de se produire, mais avec moins de joie, plus de douleur. L'institution qu'il avait élevée, couronnée, célébrée, l'écrase désormais. Le fardeau émotionnel se reflète dans son corps. Blessures chroniques, épuisement, dépendance aux médicaments pour tenir. Derrière l'élégance, Patrick souffre. En 1995, il dit stop. Il démissionne de son poste de directeur. 2 ans plus tard, survient le coup fatal. Il accepte une invitation au jury du festival de Cannes Honneur Rare. Il croit son absence validée. La direction conteste. 3 jours d'absence deviennent faute impardonnable. Sanction, renvoi immédiat. Je méritais un blâme, pas un exil, dira-t-il avec amertume. Il attaque l'opéra au prud'homme. Il paie en première instance, mais la Cour de cassation reconnaît l'absence de cause réelle et sérieuse. Juridiquement, il gagne. Émotionnellement, il est brisé. Ils ne m'ont pas retiré mon titre, ils m'ont arraché mon identité. Les retombées sont dévastatrices. Scandale public, silence des collègues, perte de sens. Il n'est plus étoile, plus directeur, plus indispensable. J'avais été tout, dira-t-il. Et soudain, je n'étais plus rien. Le crash, 134 fractures, paraplégie annoncée, refus du fauteuil. Janvier 2000. Patrick revient d'une mission bénévole sur l'île de Ré, 2 semaines à nettoyer les plages souillées par la marée noire de l'Erika, sauvant des oiseaux englués. On a sauvé plus de 3000 oiseaux, se souviendra-t-il. Mais au final, c'est moi qui ai perdu mes ailes. Seul au volant, épuisé, il perd connaissance. La voiture quitte la route à grande vitesse, percute une barrière. L'épave est méconnaissable. Les secours peinent à identifier le conducteur. Lorsqu'ils extraient Patrick, c'est un miracle qu'il respire. 134 fractures, bassin, côte, colonne, clavicule, crâne, une main presque arrachée. 3 vertèbres artificielles. Le pronostic est sombre, lésions irréversibles à la moelle épinière. Un rapport médical évoque la paraplégie. Pour un homme dont l'identité repose sur le mouvement, c'est une condamnation à mort. Mais Patrick refuse. Le jour où ils ont amené le fauteuil roulant, j'ai dit aux infirmières de le remporter. Confiera-t-il en 2019. Je me suis levé. J'ai traversé la pièce jusqu'à la machine à café. Je me fichais que ce soit de la folie ou de l'orgueil. Je ne vivrai pas assis. Ce qui suit est une résurrection. Réapprendre à marcher, tenir en équilibre, lever les bras, une nouvelle naissance dans le feu. Les médecins doutent, les amis s'inquiètent pour sa santé mentale. Une personne ne doute jamais, Max Bosoni. Le mentor revient. Ensemble, ils reconstruisent son corps, pli par pli. Patrick pleure, crie, mais avance. J'ai toujours ce que je danserai de nouveau. Même si le mouvement changeait, même si la douleur restait, mon corps était brisé, mais mon esprit non. Les abysses, morphine, alcool, prison, perte d'identité. Les blessures ne sont pas seulement physiques. Placé sous morphine, Patrick développe une dépendance. Quand les ordonnances arrêtent, le besoin reste. Il se tourne vers l'alcool pour combler le vide des applaudissements, de la reconnaissance. Entre 2001 et 2004, il est arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse. La 2e fois, 8 mois de prison, dont 6 avec sursis. Les gros titres sont cruels. L'étoile devient un exemple à ne pas suivre. J'étais brisé dans tous les sens du terme, avouera-t-il. Physiquement, émotionnellement, spirituellement, j'avais perdu ma place dans le monde. Pourtant, en 2001, il réapparaît dans l'air de Paris, ballet semi-théâtral. Il danse à travers la douleur. Les critiques sont stupéfaits, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vivant. L'étoile renaît, pas intacte, mais renaissante. La rédemption par l'amour, Léla, fusion, école de Bordeaux-Patrick, en quasi-obscurité, accepte d'animer un atelier à Soissons à l'invitation de Léla Darocha, ancienne basketteuse devenue chorégraphe en danse sacrée orientale. La rencontre dure 3 heures au lieu de 30 minutes. J'étais en train de mourir, dira-t-il. Elle m'a ramené à la vie. Ils deviennent inséparables. Ensemble, ils créent Fusion 2008, ballet occidental et danse orientale.
En 2017, ils inaugurent une école internationale à Bordeaux, liant classique et contemporain. On veut préparer les danseurs à un monde sans case, explique Patrick. La controverse, coming out, homophobie intériorisée, vérité personnelle. Patrick parle ouvertement de ses anciennes relations avec des hommes, qualifiées de faute, parodie de l'amour, née de l'isolement. Les associations LGBTQ+ condamnent. Il maintient « Je ne parle que de mon chemin, pas de celui des autres ». Le retour télévisuel, Danse avec les stars, Juré adoré, Secret mortel. 2018 marque un tournant inattendu dans la trajectoire de Patrick Dupont. Après des années d'absence des écrans radars médiatiques, il accepte de rejoindre le jury de Danse avec les stars, l'émission de danse la plus regardée en France sur TF1. Pour une génération entière qui n'avait connu de lui que des bribes légendaires, des vidéos floues sur YouTube, des articles jaunis dans des magazines d'archives, il apparaît comme un juge charmant, excentrique, aux yeux pétillants et aux éclats théâtraux. Pour les anciens admirateurs, ceux qui l'avaient vu régner sur l'Opéra de Paris, c'est un retour émouvant, presque irréel. L'étoile ressuscitée en mentor bienveillant, souriant à nouveau, vibrant d'une énergie qui semble défier le temps et les épreuves. Dès la première émission, Patrick impose sa marque. Il n'est pas là pour distribuer des notes sèches ou des critiques lapidaires. Il est là pour raconter des histoires avec ses mots, pour transmettre une passion viscérale. Ses commentaires sont poétiques, parfois lyriques, souvent drôles. Quand une candidate exécute un pas de deux hésitants, il ne dit pas « c'était faible ». Il dit « tu as dansé comme si tu avais peur de réveiller le parquet, mais le parquet, lui, voulait danser avec toi ». Le public rit, applaudit, fond. Il devient rapidement le juré préféré, celui dont on attend les punchlines, les métaphores inattendues, les larmes d'émotion quand un candidat surmonte ses doutes. En coulisses, il est adoré. Les candidats le décrivent comme un grand frère protecteur, un professeur exigeant mais infiniment humain. Il prend le temps de répéter avec eux après les enregistrements, corrige un port de bras, ajuste un regard, raconte des anecdotes sur Nourrif ou Béjart pour les inspirer. Il ne jugeait pas la performance, il jugeait l'âme, dira plus tard une danseuse de l'émission. Les producteurs, eux, sont aux anges. Les audiences grimpent, les réseaux sociaux s'enflamment à chaque sortie de Patrick. On partage ses phrases cultes, on découpe ses réactions en GIFS, on le même ISE. Il redevient une icône pop sans même le chercher. Mais sous les paillettes, sous le maquillage, sous les sourires forcés des plateaux télé, Patrick se bat pour sa vie. Personne ne le sait. Ni les candidats, ni la production, ni les millions de téléspectateurs qui le voient chaque samedi soir rire, taquiner, parfois pleurer d'émotion devant une valse émouvante. Depuis plusieurs mois, un cancer du poumon métastasé ronge son corps à une vitesse fulgurante. Le diagnostic est tombé comme une sentence. Trop avancé, trop agressif, trop tard. Pourtant, il continue. Il monte sur le plateau avec la même énergie, la même grâce, comme si rien n'avait changé. Comment fait-il? Léla da Rocha, sa compagne, expliqua plus tard que Patrick avait décidé de vivre pleinement jusqu'au bout. Pas de chimiothérapie publique, pas de communiqué larmoyant, pas de pitié. Il refuse de devenir le danseur malade. Il veut que son image reste celle de l'artiste, du pédagogue, de l'homme qui fait rêver. Il cache les douleurs, les nausées, les nuits blanches. Il prend des antidouleurs en cachette, se repose entre deux prises, mais devant la caméra, il est impeccable. Un épisode particulièrement marquant illustre cette dualité. Lors d'une émission spéciale Hommage aux légendes, un couple danse sur un extrait de Václav, le ballet qui avait valu à Patrick son titre d'étoile. Ils font en larmes en direct, mais pas seulement d'émotions artistiques. C'est un mélange de nostalgie, de fierté et de conscience aiguë que son propre rideau se rapproche. Il se ressaisit, sourit et lance « Vous avez dansé mon histoire et vous l'avez rendue plus belle que je ne l'ai jamais fait. » Le public ovationne. Personne ne voit les cernes, la pâleur, la main qui tremble légèrement quand il applaudit. Patrick continue les saisons. Il signe pour 2019-2020. Il part de projets futurs, une masterclass nationale, un livre sur la résilience par la danse, une tournée avec Léla. Il ment avec une conviction désarmante, parce qu'il croit encore, ou du moins veut y croire. Il refuse de laisser la maladie voler ses derniers instants de lumière. Le silence final, diagnostic, choix du secret, dignité jusqu'au bout. Le cancer est diagnostiqué à l'automne 2019 lors d'un bilan de routine. Patrick toussait depuis des semaines, mais il attribuait cela à la fatigue, au stress des plateaux. À l'âge, il a 60 ans. Les examens révèlent la vérité. Tumeur au poumon droit, déjà métastasée aux os, au foie, au cerveau. Les oncologues sont formels. Pronostic de quelques mois,
Peut-être 1 an avec un traitement agressif. Patrick écoute, hoche la tête, demande combien de temps sans traitement. 3 à 6 mois, répond le médecin. Il sourit. Parfait. Je choisis la qualité, pas la quantité. Il prend une décision radicale. Le silence. Pas d'annonce publique, pas d'interview larmoyante, pas de fond de teint pour cacher la jaunisse. Il informe seulement un cercle restreint. Léla, bien sûr, Max Bosoni, son mentor de toujours, Marie-Claude Pietragala, ancienne partenaire et amie fidèle, et 2 ou 3 proches de l'école de Bordeaux. À eux, il demande la discrétion absolue. Je ne veux pas que le monde me voie mourir. Je veux qu'il me voie vivre. Léla, dévastée, accepte. Elle devient son bouclier, son infirmière, son amour. Ensemble, ils rentrent à Soissons, dans leur maison simple, loin des projecteurs. Patrick continue d'apparaître dans Danse avec les stars jusqu'à la fin 2020, prétextant des congés pour les épisodes manqués. En réalité, il est sous morphine à domicile, géré par un médecin complice. Il prépare ses commentaires par visioconférence, répète ses phrases pour ne pas bafouiller. Les derniers mois sont un huis clos d'amour et de dignité. Patrick refuse l'hôpital. Il veut mourir chez lui, entouré de ses partitions, de ses pointes usées, de photos de nourrifs. Léla lui lit des poèmes, lui fait écouter du Chopin, lui masse les pieds gonflés. Il parle encore de danse. Quand je partirai, je veux que ce soit en tournant, pas en tombant. Il dicte des lettres à d'anciens élèves, des conseils techniques, des encouragements. Il croit encore à la Renaissance, même si c'est que cette fois, le corps ne suivra pas. Il s'éteint le 5 mars 2021 à 4h17 du matin, dans les bras de Léla. Pas de drame, pas de cri. Juste un dernier souffle, un sourire. Il est parti en dansant, dira-t-elle. L'annonce, choc national, communiqué voilé, mystère initial. Le 5 mars 2021, à 10h12, un communiqué laconique tombe sur les réseaux. Patrick Dupont nous a quitté ce matin des suites d'une maladie fulgurante. Pas de détails, pas de nom de pathologie. Juste brutal et imprévisible. La France est sous le choc. Les chaînes d'infos interrompent leur programme. TF1 diffuse un bandeau noir. Les réseaux sociaux s'embrasent. Hashtag Patrick Dupont. Hashtag Étoile éternelle. Les médias s'emballent. On parle d'un AVC, d'une crise cardiaque, d'un accident. Personne ne sait. La production de Danse avec les stars publie un hommage émouvant, mais évasif. Les anciens jurés, Jean-Marc Généreux, Chris Marc pleurent en direct. Les fans affluent devant l'Opéra de Paris, déposent des roses blanches, allument des bougies. Le mystère dure plusieurs mois. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi pas d'adieu public? Certains accusent la famille de froideur. D'autres imaginent un suicide, une overdose. Les rumeurs courent. Léla reste muette, fidèle à la promesse. La révélation, interview de Léla, cancer du poumon, vérité crue. C'est en septembre 2021, dans un numéro spécial de Femmes Actuelles, que Léla da Rocha brise le silence. Assise dans la maison de Soissons, entourée de photos de Patrick, elle raconte tout. Le diagnostic, le choix du secret, les derniers mois. Il ne voulait pas que la maladie définisse son dernier chapitre. Il voulait vivre pleinement, librement, avec dignité, dans l'amour, pas dans la peur. Elle révèle le cancer du poumon métastasé, la progression fulgurante, le refus de la chimio. Elle lit des extraits de son journal. Patrick riait encore la veille. Il parlait d'ouvrir une nouvelle école à Lisbonne. Il croyait qu'il se relèverait. L'interview fait l'effet d'une bombe. La France pleure à nouveau, mais cette fois avec compréhension. Les associations de lutte contre le cancer saluent son courage. Les médias repensent chaque apparition télé, les mains tremblantes, les poses longues, les yeux brillants. Tout prend sens. Les obsèques, Saint-Roch, l'église des artistes, dernière ovation. Le 11 mars 2021, l'église Saint-Roch, surnommée l'église des artistes, accueille les obsèques. Molière y fut baptisé, Yves Saint-Laurent célébré. Patrick y reçoit sa dernière ovation. Les bancs sont pleins, danseurs en deuil, chorégraphes, musiciens, élèves, politiques. Marie-Claude Pietragala, Noëlla Pontois, Sylvie Guillem, Chris Marc, Fauvoto, Francis Lalanne. Tous sont là. Le cercueil, recouvert de roses blanches, entre sur l'air de la mort du cygne. Léla, en noir, lit un texte et les met transmettre. Que son étoile continue de briller. Pas de discours larmoyant, juste de la musique, de la danse. Des élèves de Bordeaux exécutent un extrait de fusion. La France regarde en direct.
De la médaille d'or de Varna aux 134 fractures, de l'addiction au silence face au cancer, Patrick Dupont fut une représentation vertigineuse, douloureuse, inoubliable. Que retenez-vous? Son défi à la gravité? Son franc-parler? Sa capacité à renaître? Dites-le en commentaire. Likez, partagez, faites briller son étoile.